Je vais commencer avec un qui ne respecte pas les règles. Genre, il y a tout le lit. Non, elle est posée sur ma salopette. Je veux rétablir la vérité de la situation. Et voilà ma petite tasse. On doit aussi réapprendre à faire une seule chose à la fois. Je dois finir ce livre. C'est exactement le type de gars que j'aime. Est-ce que vos favoris vont aussi devenir les miens? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog lecture où je vais tester vos meilleurs livres de 2025. L'an dernier, j'avais partagé un petit sondage pour connaître vos meilleures lectures de 2024 et j'avais fait un vlog exprès là-dessus où je l'ai testé, je vous le mettrai en barre d'infos. Cette année, je voulais faire la même chose, mais en fait, quand j'ai regardé les résultats du sondage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun livre qui ressortait majoritairement à part Lever de soleil sur la moisson, mais je l'ai déjà lu. Donc je me suis dit, cette année, on va faire autrement. Et dans ce vlog, je vais donc me consacrer à tester les favoris de mes Patreons. Pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai leur top 10. Donc, comme avec Booktube, j'ai regardé les listes, j'ai sélectionné certains livres avec 2 critères. Le premier, c'était qu'on ait au moins 5 livres en commun, ce qui est beaucoup, mais en même temps, on a quand même pas mal de goûts en commun. Le deuxième, c'est que dans le top, il n'y ait aucun livre que j'ai détesté. Et avec ça, je me suis préparé une petite liste pour le vlog. Si vous voulez me voir tester ces livres et découvrir si ça va être des 5 étoiles pour moi aussi, on l'espère. Installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Je ne vais pas vous révéler toute ma sélection dès le début et en fait je vais commencer avec un qui ne respecte pas les règles que je viens de vous dire. Mais en fait c'est un livre qui s'est retrouvé dans 3 top que j'ai reçu et je trouvais que c'était quand même beaucoup. Je pense que c'est le livre que je n'ai pas lu qui est le plus ressorti et donc je me suis dit que j'allais le tester parce qu'il s'agit d'un livre d'une autrice qui est très populaire en ce moment, que je vois beaucoup passer, que ce soit sur la sphère francophone ou sur la sphère anglophone. Et donc le premier livre de ce vlog, ça va être One Golden Summer de Carly Fortune. Alors pour l'histoire, j'avais testé un Carly Fortune quand elle a commencé à popper de partout, c'était son premier Every Summer After et j'avais moyen accroché et donc depuis j'ai plus trop voulu toucher à cette autrice, mais avec toutes ces nouveautés qui sortent et que tout le monde aime, j'ai l'impression de vraiment rater quelque chose, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je me dis qu'il doit bien avoir une raison pour qu'il soit présent dans autant de tops, donc je suis prête à donner une deuxième chance à l'autrice et on va découvrir ensemble qu'est-ce que ça donne. Je n'ai pas encore commencé le livre, mais je l'ai récupéré en e-book à la bibliothèque. Ça me fait penser, j'aimerais bien avoir un pop socket pour l'arrière de ma Kindle. Je sais qu'il y a plein de gens qui en ont et il y a plein de modèles, mais du coup je suis un petit peu perdue. Je sais pas si vous auriez des recommandations de modèles un petit peu fun, de où je pourrais en trouver, de si vous en avez testé. Bref, j'ai le livre, il est prêt. Il est là, je vais pouvoir le commencer. Et comme je viens de filmer une grosse vidéo qui m'a vraiment pris la tête dans le sens... mon cerveau n'est plus capable de réfléchir, je me suis dit que j'allais me faire un bon pot de thé glacé et tester une nouvelle recette avec vous, parce que je vous avais dit que dans chaque vlog on allait tester quelque chose. Et là on va faire un Hojicha latte Earl Grey glacé. J'ai fait infuser du thé à l'Earl Grey. Je vais préparer l'Hojicha. On va mélanger tout ça, espérer que ce soit bon, et puis après je vais m'installer peut-être sur notre balcon pour lire. Il fait beau aujourd'hui, mais je vous avoue que là j'ai plus d'énergie et du coup j'ai plus la motivation de sortir. Je suis quand même sortie et j'ai marché presque 1 heure ce matin, mais là, ça sera peut-être pour plus tard. Oh, on a un reste de crumble. Oh, c'est bien ça. Petit Hojicha pour faire des lattes. Non mais me faites pas croire qu'elle est confortable.
Moi, je pense que c'est un statement contre moi. Genre, il y a tout le lit. Non, elle est posée sur ma salopette. Nessa, t'as quelque chose à dire pour ta défense ? Sans surprise, j'ai switché au livre audio de One Golden Summer. Écoutez, en ce moment, j'ai vraiment trop du mal avec les livres papier à me donner le temps de me poser pour lire. Surtout, en fait, j'y arrive pas. Je trouve toujours trop de trucs à faire et tout. Donc, ma seule solution, c'est les livres audio que je peux écouter en faisant mes petites balades ou en faisant certaines tâches à la maison et tout. Et là, j'en suis à 26% du livre. Et j'ai un peu les mêmes impressions que lorsque j'avais lu le premier, qui sont que j'aime beaucoup l'image qu'elle dépeint d'un été au bord du lac et tout, mais que j'ai un petit peu plus de mal avec les personnages. Et fun fact, celui-là, en fait, c'est comme une suite, ou en tout cas, ça se passe au même endroit que le premier que j'avais lu. Donc parmi tous les livres qu'elle a écrits, je me suis débrouillée pour prendre celui qui est comme la suite du seul que j'ai lu. Donc ici, le personnage principal, c'est Alice, qui est photographe, qui va avoir 33 ans. Elle est en juillet, un petit peu perdue dans sa vie. Comme moi. Et elle n'est pas épanouie par son travail qui laisse pas parler sa créativité ou ce qu'elle s'imaginait qu'elle ferait comme photographe. Elle a rompu d'une longue relation, ça l'a pas mal bouleversée. Et là, sa grand-mère s'est cassée la hanche et elle a besoin d'un certain temps de réadaptation. Donc Alice va décider d'aller avec elle dans un cottage au bord du lac où elles étaient allées l'année de ses 17 ans et elles vont y passer tout l'été. Et c'est vraiment cool par contre parce que le début, c'est en juin. Au moment où je lis le livre, j'aime beaucoup ça, vous le savez. Le problème que j'ai avec Alice, c'est que c'est exactement le genre de personnage féminin que j'en ai un petit peu marre de lire, qui sont vraiment effacés, timides, qui font tout pour plaire aux autres, pour pas fâcher personne et tout. Et j'ai vraiment du mal. En fait, avec ce genre de personnage, c'est pas le genre de représentation de personnage féminin que j'aime. Heureusement, il y a quelques autres aspects d'Alice que j'aime bien, mais du coup, déjà, je suis un peu... Et surtout, à côté de ça, il y a Charlie, donc le personnage masculin qui est le frère de celui du premier tome, Sam. Et j'ai vraiment du mal avec lui, parce que sa façon d'interagir avec Alice, je trouve que c'est à la limite du bullying, genre de l'intimidation, et j'aime pas du tout son attitude. Je sais qu'il est écrit pour être un peu comme charmeur, exubérant et tout ça, mais je trouve que des fois il va un petit peu trop loin. J'ai pas de problème avec un personnage masculin qui est sûr de lui, un petit peu dragueur, tout ce que vous voulez, mais la limite est mince à le rendre lourd, et je trouve que Charlie est un peu lourd parfois. Alors il y a aussi des côtés plus doux, on va dire, ou empathiques de lui qui ressortent, mais ça suffit pas. Ce qui est vraiment chouette par contre, c'est la vibe, donc d'être au bord d'un lac en Ontario, d'avoir ce chalet en bois. Tout ça, c'est vraiment super chouette. Mais je dois quand même dire, je veux rétablir la vérité de la situation des lacs au Canada. Parce que c'est hyper idyllique comme vision, franchement, de la vie au bord du lac. Mais déjà, si tu veux te baigner dans un lac, ici, il faut soit que tu ailles, pour la grande majorité, dans un parc, donc il faut que tu payes, donc parc provincial ou parc fédéral, peu importe, ou il faut que tu aies un chalet avec accès au lac. Et les chalets avec accès au lac, c'est pas tout le monde qui les a. Soit tu as de la chance et tu as un dans ta famille depuis vraiment longtemps, soit tu es riche. Soit tu essayes de t'en louer un pour le week-end ou pour une semaine de vacances. Mais de pouvoir avoir accès à un lac et un peu ce type de vacances, de rêve-là, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Et la deuxième chose, c'est les insectes. On nous en parle pas, ça, mais en été en particulier, il y a tellement d'insectes, des petites mouches, des moustiques partout, ce qui rend quand même les vacances moins agréables. Je veux pas péter la bulle de l'ambiance idyllique, mais je voulais vous faire part de l'expérience réelle. Ceci étant dit, c'est ma partie préférée du livre et c'est celle qui fait un petit peu rêver de ce type d'été nostalgique, qu'on l'ait vécu ou non, mais qu'on assimile beaucoup, je pense, aux étés de l'enfance où les journées étaient super longues et on avait cette liberté un peu absolue. Donc je dirais que jusqu'à maintenant, mes impressions de ce livre-là sont assez similaires à ma première expérience de lecture de l'autrice, mais je vais continuer. On va voir. Là, je vais rentrer de ma balade pour faire un petit peu de montage. Et cet après-midi, j'ai des reading sprints avec mes Patreon. Donc, je vais voir si je peux avancer un petit peu plus la lecture. Et ce soir, si j'ai le temps, j'aimerais aller récupérer ma pièce de façonnage. Si vous avez vu mon reset de mai, j'avais fait une tasse dans un atelier de façonnage. Et j'ai eu le mail comme quoi c'était prêt. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Voilà ma petite tasse, je me suis motivée à aller la chercher. Ça se voit pas trop peut-être à l'écran, mais il y a écrit Feels Like Summer.
sais pas si vous le verrez. Et du coup, elle est vert foncé, à rayures. Je sais pas si c'est vraiment le vert que je voulais, mais c'est le vert que j'ai eu. Et puis... Bon, voilà, on peut voir le petit défaut d'application de la couleur. Mais j'ai fait de mon mieux et je me dis, pour une première fois... Je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez être gentil, je le sais, vous allez pas me dire c'est dégueulasse, Elise, jette-la à la poubelle, là, mais c'est ça que je voulais. Le côté vraiment transportable. J'espère que j'ai laissé assez large pour laisser rentrer des glaçons. En tout cas, voilà. Je suis très contente. Par contre, il faisait hyper chaud, il fait genre 28-30. J'y suis allée en vélo et houhou. Donc je vais me faire un thé glacé, genre vraiment un thé classique que j'ai mis à infuser toute la nuit, je sais même plus. Je sais même plus ce que j'ai pris. Et puis, je vais essayer d'avancer ma lecture, parce que pendant les reading sprints, au final, j'ai lu complètement autre chose. Un livre que je me régale, mais qui n'est pas pour ce vlog. Et ah oui, je voulais vous dire un petit truc aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais super jolies boucles d'oreilles. En fait, elles ont été faites par la mère de Johan. Je vous en avais déjà parlé, vous m'aviez déjà demandé pour plusieurs des paires d'où elles venaient et tout. Et ça y est, elle a ouvert sa boutique l'instant singulier. Et il y a plusieurs modèles de disponibles en ligne et tout. Donc si jamais vous voulez vos propres petites boucles d'oreilles comme ça, franchement, je les adore. Ça là, c'est une paire que je n'avais pas encore testée, mais je trouve qu'elles vont trop bien avec ce haut. Je suis trop fan. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous mettrai le lien dans la description et elle m'a fait un petit code du coup pour vous. A Book and a Cup 10, si jamais vous voulez passer commande. Mais voilà, moi je suis contente de la soutenir parce qu'elle m'en a offert tellement de paires de boucles d'oreilles, j'étais un peu le cobaye. Et vraiment, il y a tellement de paires que j'aime. Quand vous allez voir cet hiver, celle que je vais porter, trop fan. Petite parenthèse finie, je me fais monter et on relaxe. Je reporte l'Invisalign pendant quelques temps. Petite update avant de partir rejoindre Cindy et Melissa pour une matinée journaling. Il est plus que temps que je fasse ma page de juin, mais j'ai enfin reçu mes stickers et je voulais vraiment les attendre parce que regardez, la thématique c'est les fraises. Donc maintenant je vais pouvoir faire ma page de juin et d'ailleurs j'ai un petit paquet que je vais ouvrir avec vous aussi. Avant ça, j'en suis à 50% de One Golden Summer. J'ai pas beaucoup avancé cette lecture, mais il y a quand même eu des développements intéressants au niveau de la relation entre Charlie et Alice. Ils ont décidé d'aller plus vers de l'amitié, malgré leurs petits flirts du début, leur attirance mutuelle. Ils sont plus en mode non, il vaut mieux qu'on reste amis. Surtout Charlie, il est comme je veux pas gâcher notre amitié et tout. Et je trouvais que c'était intéressant que ça prenne cette direction-là, un petit virage plutôt qu'une ligne droite. Même si là, Alice vient d'avoir l'excellente idée à chaque fois dans les romances de dire « Ah mais oui, pour une fois, je pourrais peut-être avoir une relation juste sans attache, casual sex, même si ça m'est jamais arrivé que d'habitude je couche qu'avec des gens que j'aime. Là, pour une fois, je pourrais faire autrement, devenir une nouvelle personne. » On sait très bien comment ça va finir, cette affaire. Voilà. Mais j'apprécie plus ma lecture maintenant. Charlie est sorti de sa phase où il faisait que taquiner, entre gros guillemets, Alice. On a pu voir un côté plus sensible, sans rentrer dans les clichés de lui, en apprendre plus sur son passé. Il y a eu les personnages du premier tome qui ont fait leur apparition. Et un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est la grand-mère d'Alice, qui est très attachante, mais j'aime souvent les personnes âgées dans les livres. Et c'est un peu frustrant, même si on le comprend, de voir comment Alice la materne vraiment beaucoup suite à sa blessure et lui laisse pas reprendre son autonomie. Donc il y a des discussions autour de ça et tout que je trouve vraiment chouette aussi. Et puis toujours la vibe été qui est bien là. Ils sont allés voir les feux d'artifice du 1er juillet, qui est comme la fête nationale du Canada. Donc I can relate to that. Et c'est plutôt fun. Donc vraiment, ça va mieux maintenant. Je vais le continuer pendant le transport pour aller jusqu'à Cindy, vu que je vais prendre le métro. Et avant ça, je voulais juste ouvrir ma petite lettre avec vous. C'est les courriers de la lune. C'est une artiste québécoise qui fait ça. C'est assez nouveau. Je pense que c'est le 2e mois où elle le fait. C'est une petite lettre mensuelle avec des illustrations. Et je me suis dit que j'allais tester. Je pense que vous allez comprendre encore une fois en voyant la thématique. C'est vraiment ce que je visualise pour mon mois de juin. Et fun fact, on n'a pas encore acheté des fraises une seule fois. Je pense qu'il va falloir remédier à ça. L'emballage est vraiment très cute en tout cas. Et oh, c'est trop mignon. Donc il y a un petit mot personnalisé. Ensuite, il y a une lettre comme ça. Un peu en mode typewriter. Il y a une illustration, je vous avoue que c'est ça qui me plaisait le plus. Alors, le papier un peu fin, mais franchement, ça va. J'ai déjà vu du papier plus fin pour les illustrations. Et elle est vraiment
très très belle. Je vais l'ajouter à mon bureau de suite. Il y a aussi un petit marque-page très chouette. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Soyez l'énergie que vous voulez attirer. Et il y a 2 stickers, donc celui-là et celui-là. Parce que oui, les courriers sont inspirés des différentes lunes de l'année du coup, donc ça c'est celle pour ce mois-ci. Et vraiment c'est très mignon, je vais peut-être le reprendre. Je vous mettrai le lien si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes au Québec, parce que je trouve qu'on manque encore d'options au Québec, en tout cas je ne les connais pas. Donc je suis contente quand je trouve quelque chose que je peux me faire livrer et qui ne me coûte pas un bras. Et c'est vraiment très chouette. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour maintenant. Vu l'heure qu'il est, il faut vraiment que je parte. Je vous dis pas les coups de barre que j'ai dans l'après-midi depuis que j'ai repris le comprimé. C'est horrible, mais il faut pas que je m'endorme. Et du coup, pour m'aider à rester réveillée, je vais vous faire une update lecture et ouvrir des petits paquets. Il y en a un, je suis particulièrement excitée. Mais d'abord, parlons de One Golden Summer que je viens de terminer. Et même si je l'ai préféré à Every Summer After, je suis pas 100% convaincue par l'histoire, la relation des personnages ou juste la structure générale du livre. Il y avait vraiment plein de points intéressants, notamment ce que j'ai beaucoup aimé et j'ai pas encore trop mentionné dans les précédentes updates, c'est toutes les réflexions autour de la relation entre Alice et sa famille. La famille d'Alice l'adore, ça se voit, ils sont très proches. Elle adore sa famille aussi. Mais je pense qu'elle se retrouve dans une situation à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés. Quand il y a des personnes qui te connaissent depuis que t'es né ou depuis que t'es très jeune et qui ont connu une version de toi, ils s'attendent à ce que tu restes cette même version et tu peux te sentir un petit peu piégée dans un certain rôle. Et elle en particulier, elle est piégée dans le rôle de Turtle, donc la tortue, la petite sœur, ou la grande selon de qui on parle, qui se fâche jamais, qui est au service des autres, qui est assez discrète et tout. Et en fait, en étant avec Charlie qui ne connaît pas cette version-là d'elle, elle arrive à plus être elle-même et correspondre à qui elle veut être en tant que femme adulte et tout. Et ça, je trouvais que c'était vraiment chouette, tout cet aspect-là, parce qu'il y a plusieurs moments du livre où c'est abordé sous différents angles. Par exemple, le fait que sa fratrie annule qui devait venir pour son anniversaire, parce que tu sens que dans le fond, ils savent qu'elle va leur dire « Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ils vont pas lui en vouloir. » Mais en même temps, plus tard dans le livre, quand elle leur envoie un message pour leur dire « J'ai besoin de vous », tout le monde arrive. Donc tu sens que les liens sont forts, mais qu'elle lutte à sortir de l'image que sa famille a d'elle et à se créer sa nouvelle image. Et en même temps, je trouvais ça très vrai, mais ça rajeunissait aussi beaucoup son personnage. Je suis peut-être très mal placée pour dire ça, parce que moi, à peu près le même âge qu'elle, I don't have my shit figured out. Je sais pas non plus tout ce que je veux ni qui je veux être, mais je trouvais que quand même globalement, elle sonnait plus jeune que ses 33 ans. C'était quand même chouette de la voir prendre en assurance au fur et à mesure du récit. Un des domaines où, étrangement, elle manquait pas d'assurance et où elle était vraiment très... c'était quand il s'agissait de scènes spicy. Parce que vraiment, ce livre-là, il m'a donné chaud plusieurs fois. Et les scènes spicy étaient plutôt très présentes. Mon reproche par rapport à ça, c'est qu'on est encore dans cette représentation où, pour que ce soit considéré comme sexe, donc having sex...
tout ça, il faut qu'il y ait eu une pénétration. Et ça, je vous ai déjà dit dans ma lettre ouverte aux auteurs et autrices de romances que c'est un truc qui m'énervait vraiment. Et j'ai lu, heureusement, des romances qui ont une version que je vais appeler plus moderne de la chose, comme par exemple Business or Pleasure, où on a conscience que c'est pas nécessaire qu'il y ait cet élément-là pour que tu puisses dire que tu as eu une relation avec quelqu'un, en fait. Donc voilà, il y avait des petits trucs comme ça qui, pour moi, tombent dans les clichés que j'aime moins des romances, au niveau de la dynamique relationnelle aussi, mais il y avait des moments que j'aimais beaucoup. Donc on va sortir avec une note plutôt moyenne de 3,75. Une lecture sympa, qui allait bien pour la saison, mais qui ne va pas marquer. Donc ce premier test de favoris n'est malheureusement pas concluant, mais je vous révèle très bientôt ma deuxième lecture de ce vlog. Avant ça, les paquets. Parce que je suis trop contente. J'ai reçu une box Sakura, et c'est des box en fait avec des gourmandises et des accessoires et tout japonais. Et en particulier, ceux-là sont très orientés autour du tea time, du moment du thé, cérémonie du thé et tout ça, et j'ai très hâte. C'est pour un partenariat donc, où j'ai reçu la box gratuitement et je dois faire un reel en échange. Et je dois vous avouer que je trouve que le délai est très court pour faire le reel et l'envoyer pour validation. Donc ça me stresse un petit peu. Surtout qu'ils ont pas mal d'exigences quand même, je trouve. Mais j'ai vraiment envie de la tester. Et puis j'ai aussi reçu des livres que j'avais demandé des services fraises, donc j'en ai demandé sur 2 emails, donc je suis pas sûre de qu'est-ce que je vais avoir là-dedans. On va découvrir ça. Mais il n'y a que un des livres que j'ai demandé. Ah oui, l'autre, il est écrit « manquant temporairement ». Sniff. Mais c'en est un qui me tentait beaucoup et j'avais failli l'acheter en anglais, mais je trouvais que la mise en page était illisible. Il s'agit de Le sorcier au coin du feu. Regardez comme il est beau avec les sprayed edges. Oh là là, je l'aime trop. Alors je trouve qu'il fait peut-être un petit peu plus automne, je vais peut-être le garder pour la fin de l'été, je vais voir, mais il est magnifique. Et la mise en page a de l'allure. La version anglaise, c'était vraiment écrit trop petit. Finlay Ashowan est un sorcier différent. Au lieu de manier un élément comme la plupart de ses semblables, il puise son pouvoir dans son foyer. Ouh, ça c'est trop bien. De la magie autour de la cuisine. Et ça a l'air hyper cocooning, j'en ai vraiment entendu des bons échos. Très hâte de le découvrir. Et maintenant la Sakura Box. Oh là là. Ok, on va replacer ça là. Ouh, il y a une petite carte. Donc c'est inspiré de la région d'Okinawa, ce coup-ci. Flavors of Okinawa. Donc il y a un petit livret explicatif. Je découvre vraiment avec vous. Oh mais il y a plein de choses. Je vais pas tout vous détailler parce que il y en a au moins une dizaine. Mais là, il y a du thé, je reconnais. Il y a des petits biscuits au taro, donc il y a du sucré, du salé. Encore plein de choses. À la mangue, à l'ananas. On va se régaler de tester tout ça avec Yoann. Et je savais qu'il mettait un petit item qui n'est pas alimentaire aussi à chaque fois. Voilà, qui est plus cérémonie du thé. Donc là, un petit bol, j'imagine tu peux mettre ton sachet de thé dedans. Mais ça va être vraiment trop chouette de tester tout ça. Et maintenant, il va falloir que je filme le reel. Mais vraiment, c'est trop cool. Il y a tellement de trucs. Je prendrai le temps de regarder les parfums de tout. C'est parfait pour le ASMR. Je regarderai ça un peu plus tard, mais waouh! Vraiment beaucoup de choses. Je suis trop contente de pouvoir tester ça. En attendant qu'on puisse aller au Japon un jour. Ok, maintenant découvrons ma prochaine lecture du vlog. Pour une fois, c'en est un que j'ai dans ma pile à lire. Donc je suis allée piocher dans le top 10 de Cindy. On en avait 5 en commun. On avait La fileuse d'argent, Blood over Bright Heaven, la trilogie de la faucheuse, même si j'avais dit que mettre des trilogies entières c'était de la triche, Catabasis et The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Et dans ses favoris, que j'avais dans ma palme et que je n'ai pas encore lu, il y avait Hemlock and Silver de T. Kingfisher. Il y a des bonnes chances qu'il soit traduit. Pour l'instant, il n'existe qu'en anglais, mais du coup, surveillez ça parce que je suis sûre que ça ne saurait tarder. Et c'est un peu une réécriture de Blanche-Neige, mais assez éloignée et un petit peu sombre, même si vous allez me dire que Blanche-Neige c'est déjà sombre à la base. Mais donc là, c'est une jeune femme qui est guérisseuse un peu, mais qui a une passion pour les poisons et les tester. Ça me fait un petit peu penser au personnage de Mao Mao dans les
Carnet de l'apothicaire. J'ai entendu des très bons avis, comme celui de Cindy, d'autres personnes qui étaient un petit peu plus mitigées. Les Tea Kingfisher, pour moi, ça va entre du j'aime bien au j'adore. Ça varie, mais en principe, c'est quand même assez positif. Donc on va voir où est-ce que celui-là va se placer dans la balance. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez le dentiste et j'ai tellement pas envie. Je déteste ça. Malheureusement, j'y vais souvent parce que j'ai pas des bonnes dents. Mais juste avant de partir, j'ai le temps de vous faire une petite update sur Hemlock and Silver. Ça se lit quand même assez vite. Je suis positivement surprise par ça. Et il fait que 350 pages, donc je devrais l'avoir terminé rapidement, j'espère. Honnêtement, pour le moment, ça se passe super bien. Je suis curieuse de voir quel rôle les miroirs vont jouer, parce que quand on regarde la couverture, ça a l'air d'être important, mais quand on lit le livre, pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose à ce niveau-là, même si les miroirs ont été mentionnés quelques fois. Donc je suis dans l'attente, j'aime bien ce sentiment-là. Mais pour en revenir à l'histoire un peu plus globale, on a Anja qui a 35 ans et qui est fascinée par les poisons. Sa spécialité en fait c'est l'étude des poisons et de leurs antidotes. Elle cherche quand même derrière tout ça les antidotes. Donc quand je vous disais qu'elle me faisait penser à Mao Mao des Carnets de l'apothicaire, c'est toujours ça. Et un jour, le roi va se présenter à elle et lui dire « Il y a quelqu'un qui essaye d'empoisonner ma fille, elle va pas bien, ça continue à travers les mois et tout. » Je sais plus quoi faire, il y a personne qui arrive à la guérir, donc tu es mon dernier espoir de trouver, en tant que spécialiste des poisons, qu'est-ce qui l'empoisonne, qui le fait. Quand le roi te demande un truc comme ça, tu n'as pas le choix, tu espères juste réussir parce que sinon, qui sait comment il va réagir. Et donc elle part avec lui, et elle a toujours vécu un petit peu dans son monde, donc elle est un peu, peut-être pas naïve, mais malhabile dans ses interactions sociales, et assez timide. Et c'est un genre de personnage que Tea Kingfisher fait beaucoup, qui n'est pas du tout mon genre de personnage préféré. Mais Anja n'est pas la pire sur l'échelle. Donc même si j'adhère pas à 100% à sa personnalité, quand même, ça va parce que elle est très intéressante dans toutes ses connaissances autour des poisons qu'elle partage et tout, et j'aime bien ça. Et en fait, ce livre, c'est une réécriture de Blanche-Neige, mais le concept est assez intéressant parce que là, le roi a tué sa femme, qui était comme la belle-mère, et qui essayait d'arracher le cœur à une de ses filles. Donc pas Blanche-Neige, mais l'autre. Donc c'est comme si le roi a agi contrairement dans le conte d'origine et a arrêté la belle-mère maléfique, entre guillemets, parce qu'on sait pas pourquoi elle voulait arracher le cœur pour le moment. Et maintenant, il essaye de sauver sa fille Snow, donc Blanche-Neige. Donc c'est un petit twist très intéressant. On a eu la première rencontre avec Snow, donc la princesse empoisonnée, et déjà tu sens que il y a anguille sous roche. J'ai quelques théories, je vais pas en parler pour pas spoiler, mais je pense qu'on va avoir quelques petites révélations qui s'en viennent et que tout n'est pas comme on nous l'a présenté. Mon point négatif, on va dire, avec le livre, c'est qu'il y a beaucoup de serpents. J'avais pas remarqué, mais là, en regardant la couverture, j'aurais dû m'en douter. Il y a vraiment beaucoup de descriptions, parce que, ils sont venimeux. Oui. Et donc, ça intéresse Anja. Elle en a même un qui l'accompagne parce qu'elle utilise son venin. Moi, je suis très mal à l'aise avec tout ça. J'ai un peu une phobie des serpents, donc je vous avoue, quand elle les décrit pendant des paragraphes entiers, je saute un petit peu. Ça m'enlève un peu du plaisir de la lecture, mais c'est extrêmement personnel à moi. C'est pas un défaut en tant que tel du livre. Le truc qui est cool, par contre, et que je ne savais pas, c'est que ça se passe dans un pays comme désertique. Il marche au milieu du désert, dans le sable, il fait chaud. Il y a que des cactus, des aloés qui poussent et tout. Ça, c'est plutôt cool à lire en été. Du coup, je suis vraiment contente de mon timing de lecture par rapport à ça. Je pense que ça fait le tour un petit peu de ce qui se passe dans les 100 premières pages. Et vraiment, je me régale. À part les serpents, j'aime beaucoup. Et j'ai très hâte de voir comment la suite va se passer. J'enlève pas la possibilité que ça puisse être une lecture 5 étoiles. Donc, très encourageant.
petit update sur ma lecture parce que j'ai vraiment bien avancé. Il me reste un peu plus d'une centaine de pages. J'ai pu me poser enfin un petit peu et vraiment lire cet après-midi, genre presque 2 heures, je pense. Ce qui m'a motivée, c'est de savoir que je faisais ce vlog pour vous. Du coup, ça m'a donné la motivation. C'est un peu paradoxal peut-être de dire ça, la motivation de me poser et lire, on va dire, en tout cas le fait de le prioriser. C'est mieux. Et j'aime toujours beaucoup l'histoire. On a enfin eu l'importance des miroirs qui est apparue. Ça rajoute toute une nouvelle dimension à l'intrigue. Et j'aime beaucoup voir comment T. Kingfisher utilise certains éléments du conte de Blanche-Neige, mais à sa façon, comment ils sont retravaillés, qu'est-ce que c'est qui est pas touché, genre la base du conte qu'elle a gardé, mais comment elle le retranscrit à sa sauce. J'adore voir ça dans les réécritures, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant les réécritures. Et là, c'est bien présent, donc j'aime beaucoup ça. Et puis, il y a eu aussi l'aspect romance, ça y est, qui est apparu. Et je sais que dans plusieurs reviews que j'avais vues, c'était quelque chose qui avait un peu déranger les gens qui le trouvaient inutile et pas nécessaire à l'histoire. Et je suis d'accord que ce n'était absolument pas nécessaire. Genre, ça aurait pu ne pas être là et l'histoire aurait été tout autant intéressante. Mais est-ce que ça me dérange que ça y soit ajouté? Non, pas tellement. À voir comment ça va évoluer pour la suite. Mais disons que si ça avait pas été là, ça m'aurait pas manqué. Mais c'est là. C'est là. C'est comme ça que je le prends. Je vais voir si je peux lire encore un petit peu ce soir, mais je suis vraiment pas sûre. Sinon, c'est de finir demain. Il est 14h et je pense que je vais soit arrêter la journée là, soit me faire une très longue pause parce que ça fait plusieurs nuits que je redors vraiment mal. Ça allait mieux, mais là, les dernières nuits, le mal de dos m'a réveillée, j'arrivais pas à trouver de position où ça allait et tout, donc j'ai pas hyper bien dormi. Et ça fait un moment que je me disais que je pourrais me faire une petite session film à la maison, en fait, parce qu'il y a un nouveau film qui est sorti sur Netflix. Je sais plus le titre, mais c'est avec Jennifer Lopez et celui qui joue Roy Kent dans Ted Lasso. Donc j'étais un petit peu intriguée et je pense que ça va être cet après-midi parce que j'en ai besoin. Je sens que je suis vraiment fatiguée. Donc pour une fois, je vais m'écouter. C'est mon apprentissage de 2026, honnêtement. Et d'une certaine manière, vous m'aidez à le faire. Vous le savez peut-être pas, mais vous m'aidez. Vous me tenez accountable, donc merci. Je vais probablement aller me chercher une petite douceur en boulangerie, surtout que là le temps est tout moche, donc je vais me faire un bon thé et m'installer devant le film. Mon défi, ça va être de rien faire d'autre en même temps, pas regarder mon téléphone, bien évidemment, pas essayer de faire plus de montage ou de programmation ou je ne sais quoi, même pas annoter les livres que j'ai en retard à annoter. Et je vous explique pourquoi. Parce que ça, techniquement, c'est quelque chose que je fais pour moi et pour mon plaisir. Mais oui, je veux me forcer à prendre une pause, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que on doit aussi réapprendre à faire une seule chose à la fois. Peut-être que pour vous, c'est pas important et c'est pas un problème et tout. Moi, ça fait depuis toujours que je fonctionne en faisant plusieurs choses à la fois. Mais je pense que ça ferait du bien à mon cerveau si j'arrivais à juste me concentrer sur un truc. Donc ça va être mon défi un petit peu cet après-midi, de juste regarder le film en ne faisant rien d'autre. Je sais pas si je vais tenir tout le film ou pas, ou si je vais m'endormir. C'est possible aujourd'hui, mais je veux vraiment essayer et en tout cas m'accorder cette pause. Et je me suis dit, tant pis si je finis pas comme j'avais prévu Hemlock and Silver aujourd'hui, ce n'est pas dramatique. Je peux le terminer demain. Au final, grâce au livre audio, j'ai pu terminer hier Hemlock and Silver. Je suis trop contente. Et j'ai vraiment aimé cette lecture. J'ai passé un super moment. Je vais lui mettre un 4,5 sur 5. On n'est pas passé loin du 5 étoiles, honnêtement, mais il y avait quelques éléments que j'aurais aimé voir un peu plus
claires ou un peu plus travaillées. Puis comme je vous l'avais dit, le type de personnalité de Agnès, c'est pas forcément le genre que je préfère lire. Mais overall, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Tout ce qui se rapprochait aux éléments de conte, toute l'inventivité de T. Kingfisher pour les remanier d'une façon un petit peu horrifique, parce que ne l'oublions pas, elle écrit des romantaisies très cute, mais aussi des romans beaucoup plus gore. Donc en fait, de temps en temps, tu vois des petites descriptions bien dégueu dans ces livres qui, autrement, ont un ton beaucoup plus... peut-être pas léger, parce que là, c'était quand même assez sombre comme histoire, mais on va dire, elle a pas peur d'aller creuser dans ces descriptions horrifiques, et ça ressortait un petit peu un moment ou deux dans la lecture, mais ça m'a pas dérangée. J'ai aimé le développement de toute l'autre partie, même s'il y avait des choses que j'avais prévues qui, en effet... était là. En même temps, dans le contexte, c'était difficile d'en sortir, et j'ai quand même aimé la façon dont T. Kingfisher l'utilisait. C'est vraiment un bon livre, je pense, à lire aussi à l'automne, parce que même si, comme je vous le disais un peu plus tôt, on est dans le désert et tout, il y a une partie très sombre dans l'histoire. En le terminant, je comprends aussi pourquoi certaines personnes ont pu être dérangées par la romance, parce que en effet, c'est peut-être pas le plus bien intégré dans l'histoire tout le temps, mais ça m'a pas vraiment dérangé. Et un personnage dont je vous ai pas parlé, en fait, c'est le chat qu'il y a là, Grayling, je pense. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il a été inspiré d'un chat que l'autrice a. Il y avait un petit mot à la fin, et j'aime bien les lire des fois, et elle raconte un petit peu la genèse du livre, et je trouve toujours ça hyper intéressant. Et donc le chat vient d'un chat qu'elle-même a et auquel il lui faisait penser. Et j'aime toujours les livres avec des chats magiques. Comme elle le dit elle-même, oui, c'est très cliché, mais en même temps, c'est cliché pour une raison. Donc ce livre-là, je le considère pour un succès pour le test de ce vlog, et c'est vraiment une lecture que je vous recommande si vous êtes fan de l'autrice ou de tout ce qui est un peu réécriture un peu sombre de contes de fées. Et maintenant, on va passer à la prochaine lecture de ce vlog. Alors, j'en avais prévu un autre, mais je l'ai réservé à la bibliothèque et elle n'est toujours pas disponible. Donc, on va voir si ça change d'ici la fin. Mais en attendant, je vais lire un livre qui était dans la sélection de Alison, avec qui j'avais 5 livres en commun aussi. Et ce livre-là, c'est The Inheritance de Ilona Andrews, et je suis particulièrement excitée parce que Ilona Andrews, c'est un duo d'auteurs, du coup, une femme et son mari, et je suis en train de lire un peu sur le côté un autre livre d'eux que j'adore vraiment énormément. Ne me demandez pas pourquoi je mets autant de temps à le lire, je ne sais pas, mais en ce moment, plus j'aime un livre, plus je mets du temps à le lire. Mais bref, donc j'ai très hâte de tester autre chose qu'ils ont écrit. Ça, c'est une plus vieille série, je pense, et je sais absolument rien dessus, donc on va y aller à l'aveugle, mais j'y crois. Erika, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Je dois finir ce livre. Ça fait depuis 2023 que je l'ai commencé. Bon matin. Je viens de me réveiller et de me faire un thé, mais je profite que la maison est tranquille pour vous faire une update de The Inheritance, parce que j'en suis à 20%. La bonne nouvelle, c'est que le livre est plus court que je le pensais. Et c'est quand même assez étrange, parce que du coup, j'enchaîne 2 livres écrits par les mêmes personnes, vu que je viens de finir This Kingdom Will Not Kill Me. Et là, The Inheritance, la vibe est complètement différente. Et j'ai regardé, le livre est sorti en 2025, donc ça fait aussi partie de leur parution récente quand même. Mais ça donne pas du tout la même impression. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, parce que j'aime vraiment ce que je lis aussi. Et je dirais que la principale différence pour moi, ça vient du fait que le style d'écriture fait beaucoup plus simple. Alors peut-être du fait que The Inheritance se passe dans notre monde. On est dans un espèce de futur proche hypothétique où il y a eu des brèches comme des portails interdimensionnels qui se sont ouverts dans notre monde. Genre imaginez un gros trou noir au bout de la rue, et dans ce portail il y a des monstres. Et avec le temps, le portail amasse de l'énergie. Quand il a assez d'énergie, il explose ou il s'ouvre complètement, et les monstres peuvent envahir notre monde. Donc les humains se sont adaptés au danger de 2 façons. La première, c'est qu'il y a eu une espèce de révélation évolutive, et il y a des gens qui se sont retrouvés avec des pouvoirs appelés des talents, toutes sortes de talents possibles, soit physiques, soit plus mental et tout. Et la deuxième, c'est que il y a eu des guildes et des organisations gouvernementales qui sont créées pour envoyer des équipes dans ces brèches, et à la fois les détruire avant qu'elles aient assez d'énergie pour
libérer les monstres et, parce que quand même, nous sommes dans une société capitaliste, récupérer tous les minéraux, plantes et tout qu'il y a qui peuvent être utiles. Parce qu'il y a plein de matériaux ou espèces haïennes, notamment par exemple des plantes qui peuvent aider à faire des antibiotiques. Il y a quoi? Ah oui, ça m'a fait rire. Il y a de l'adamante, qui est un métal extrêmement solide. Et là, de suite, j'ai pensé à Wolverine et à son adamantium. Donc j'imagine que ça a été un petit clin d'œil. J'ai envie de croire que c'est un clin d'œil volontaire à ça. Donc plein de choses à récupérer. Bien sûr, c'est hyper dangereux. Donc il y a à la fois ceux qui vont récupérer les minéraux et tout le reste, et ceux qui sont chargés de la sécurité. Et nous, on a Adeline. Premier point intéressant du livre, au-delà du world building que je trouve fun, qui est que c'est une mère de famille qui a une quarantaine d'années, qui a une ado et un garçon un peu plus jeune. Donc on n'est pas dans la représentation classique d'une héroïne fantasy dans la vingtaine. Et je trouvais ça vraiment cool que ça change de ça. Et elle a un pouvoir qui lui permet de cataloguer et identifier tout ce qu'elle voit. Par exemple, il y a une plante et elle va de suite voir qu'est-ce que c'est la plante, si elle est dangereuse et tout. Donc super utile pour ce genre de mission. Et donc là, elle va dans une brèche et au début, tout se passe comme d'habitude. Ils commencent à récupérer ce qu'ils ont à récupérer et tout. Et à un moment, il y a des espèces de créatures qui arrivent, qui tuent quasiment tout le monde. La personne qui était censée protéger Adeline, parce que c'est une des personnes les plus importantes de l'expédition, se barre, décide de sauver sa vie et la laisse dans la brèche. Et donc là, elle est toute seule avec un chien à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Elle a rencontré un être humanoïde alors que jamais ça avait été vu dans une brèche, qui lui a même parlé avant de mourir. Elle est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais survivre? Il faut que je survive pour retourner à mes enfants. En fait, c'est sa motivation, ce qu'on peut comprendre. Et donc là, elle vient de se mettre en marche dans la brèche. Elle va essayer de trouver le chemin de la sortie, sachant que ses chances de survie sont très faibles. Donc là, on a commencé quand même vraiment fort. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre l'explication un peu magique ou science-fiction, je sais pas dans quoi je le classerai, versus les personnages et tout. J'aime déjà beaucoup Adeline et sa personnalité et son monologue intérieur. Et là, j'allais commencer un nouveau chapitre qui est d'un autre point de vue. Donc je me suis dit que c'était un bon moment de faire une pause, mais j'ai eu le temps de voir que c'était du point de vue d'un gars qui fait partie d'une unité spéciale qui vont dans les brèches extrêmement dangereuse justement pour les sécuriser. Donc je pense qu'il va aller dans la brèche où est Adeline et peut-être qu'on aura un petit peu de romance. Je ne suis pas contre. Mais la vibe est quand même assez différente, comme je vous disais, de This Kingdom Will Not Kill Me. Donc c'est un petit peu déstabilisant parce que c'est écrit par la même personne. Du coup je pense que j'étais un peu dans ce momentum de ah oui, c'est le style que je vais retrouver. Et en fait pas du tout. Mais j'aime bien. J'ai fait des dégâts. Je suis passée en librairie d'occasion et il y avait pas mal de choses que je voulais. J'ai aussi reçu un petit paquet, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tous ces ajouts. À ma pile, plus ou moins parce que c'est des classiques, donc je les compte pas vraiment comme des ajouts directs à ma palle. Mais je vais vous montrer ça. Et puis je vous ferai une petite update de The Inheritance. J'ai bien avancé, j'en suis à 65%. Et apparemment il me reste 1h20 de lecture, donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Mais avant ça, les dégâts. Déjà, j'ai trouvé l'édition de Don Quichotte que je voulais, qui m'a été recommandée. Donc c'est 2 gros bébés. Et en fait, c'est parce que c'est une traduction de Jean Canavaggio. Et on m'avait dit que c'était celle à privilégier. Donc j'ai suivi ce qu'on m'a dit. Merci beaucoup pour la reco. Et en plus, ils avaient les 2 volumes. Donc j'étais trop contente. Ça fait super longtemps que je le cherchais. Il y avait aussi The Fall of Numenor, donc la chute de Numenor de Tolkien. Vous connaissez ma passion pour Tolkien, et il se trouve que celui-là, je ne l'avais pas. Donc, je devais le prendre, bien sûr. Le prochain, c'était pas du tout prévu, mais c'est aussi un classique, c'est les lettres de Abélard à Héloïse. Et à force de les voir sur Booktube, je me suis laissée influencer sur ces éditions Penguin classiques avec la bande noire. Au début, je les trouvais vraiment moches, et maintenant, je les aime beaucoup. Et les lettres d'Abélard à Héloïse, je connais qu'un extrait qui est assez populaire parce qu'il a été utilisé dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et je trouve que c'était très beau. J'avais lu un peu sur leur histoire et tout, donc je me suis dit, ok, let's go.
pourquoi pas. Probablement une lecture de février 2027, si on se projette. Et enfin, il y avait aussi un Agatha Christie dans l'édition que je veux, où je veux tous les avoir, je les collectionne petit à petit. Je pouvais pas les voir, ils sont là-haut. Et je n'avais pas The Big Four, qui est un Hercule Poirot. Ma petite collection grandit, mais vous voyez, c'est vraiment que des classiques. Je ne me reconnais pas. Je ne sais pas qui je suis cette année. On va ouvrir le paquet. C'est le tome 16 de Spy Family. Vous le savez, une de mes séries manga préférées, donc dans un monde un petit peu uchronique où il y a deux grandes puissances en mode guerre froide qui font de l'espionnage et tout ça. Et nous, on suit plusieurs espions qui font semblant d'être une famille pour préserver leur couverture, mais ils savent pas les uns les autres qui sont espions. Et il y a aussi une petite fille télépathe et un chien qui est trop mignon. J'adore cette série. Je sais pas où ça s'en va, mais je suis. Donc voilà pour mes petits craquages. Pour en revenir à The Inheritance, il me reste, comme je vous disais, à peu près 1h20 de lecture et quand même assez court, relativement. Et là, maintenant, l'ayant plus lu, je peux définitivement vous dire que c'est une vibe beaucoup plus science-fiction que urban fantasy. En tout cas, pour moi, je trouve que au niveau technologique et vie alien, ça fait beaucoup plus ça. J'ai un peu plus de mal avec la narration parce qu'on a deux points de vue et en principe, ça me coupe dans mon élan un petit peu quand il y a plusieurs points de vue. Donc l'héroïne qui est toujours prisonnière du portail, qui lui arrive plein de choses, elle fait plein de rencontres très spéciales et qui est motivée par une volonté de survivre incroyable. C'est adouci un peu par le fait qu'elle est accompagnée du chien, vraiment je trouve que ça fait un bon équilibre. Je suis toujours très fan de son personnage. Et il y a vraiment eu beaucoup de développement, tant au niveau de sa personne physique, qu'on ne comprend pas nécessairement, mais qui sont très intrigants, que au niveau de ce qu'elle découvre de l'univers dans les portails par rapport à ce qui était un peu l'information connue par le public. Donc on sait pas trop si elle découvre des nouvelles choses ou si c'est des éléments que le gouvernement avait décidé de cacher, on n'est pas trop sûr, mais dans tous les cas, elle sait qu'elle va être dans la merde, même si elle s'en sort vivante, parce que comment est-ce qu'elle va expliquer comment elle a fait pour survivre et ce qu'elle a découvert. La situation est pas folle pour elle, dans tous les cas, mais elle est décidée à s'en sortir et elle fait tout pour. Et de l'autre côté, Elias, donc celui qui va venir intervenir pour détruire la brèche et qui est à peu près persuadé qu'elle est morte, mais qu'il s'est passé un truc un petit peu louche. On suit son point de vue, mais il se passe moins de choses parce que lui, on est plus sur le côté enjeu politique entre les guildes et tout. Il a même pas encore rentré dans la brèche. Et moi, j'ai vraiment hâte que les deux personnages se rencontrent parce que je veux ma petite romance. Mais là, vu le temps qui reste dans le livre et le fait qu'il soit même pas encore géographiquement au même endroit, je pense que si romance il y a, ce sera dans des tomes futurs. En tout cas, j'aime toujours beaucoup, même si j'aime moins que This Kingdom Will Not Kill Me. Je passe un bon moment. Je pense pas que ce sera un 5 étoiles, honnêtement. Mais on va voir ce qui va se passer dans la suite. Ça y est, j'ai terminé il y a quelques jours en fait The Inheritance de Ilona Andrews et c'était une très chouette lecture. J'aimerais pouvoir dire que c'est un 5 étoiles, mais je vais plutôt lui mettre un 4 en suspens. Parce que le livre était assez court, comme je vous l'ai dit, et donc ça faisait quand même très introductif. Et oui, il se passe des choses, mais j'aurais aimé qu'on aille encore plus creuser et que l'histoire aille plus loin et tout. Donc il était juste un peu trop court pour atteindre son plein potentiel pour moi, mais sinon j'étais fan des personnages. Ada, je l'adore. Elias, c'est exactement le type de gars que j'aime. Grand, baraqué, hyper intègre et... on lui a peut-être pas trop trouvé de défaut pour le moment. Mais il n'y a pas encore eu de romance. Moi je la veux, je la visualise. Il n'y en a pas encore eu. Ils se sont rencontrés vraiment tard dans le livre et pour l'instant, Ada a tellement de secrets dangereux à garder qu'elle ne sait pas trop si elle peut lui faire confiance ou pas. Donc on va voir comment ça évolue pour la suite, mais j'y crois. L'univers hyper intéressant et original. On a découvert plein de nouvelles choses qui emmènent l'histoire dans une autre direction et vraiment j'ai hâte de continuer. Celui-là est assez récent, il est sorti l'an dernier donc je sais pas quand la suite paraîtra, mais même si je commence une nouvelle série, au moins ça veut dire que je suis à jour. En tout cas vraiment très joyeuse expérience et ça veut dire que ça fait 2 livres de ces auteurs auxquels je donne des très bonnes notes, donc je vais définitivement aller voir qu'est-ce qu'ils ont écrit d'autres. Je sais qu'il y en a qui ont été traduits en français, je pense les Kate Daniels notamment, et j'ai envie d'aller tout lire. Mais bon, j'ai ma pile à lire qui m'attend aussi. Mais pour revenir à celui-là, j'ai pas été déçue. J'aurais juste aimé qu'il y en ait plus et qu'on aille encore plus loin. Donc c'est quand même
c'est un 4 très positif, quoi, on va dire. C'est donc la 3e lecture que je termine pour ce vlog et j'avais prévu un autre livre mais j'ai jamais reçu le message de la bibliothèque pour me dire qu'il était disponible et là il faut que je commence à faire le montage et tout. Donc on va s'arrêter là. Mais j'espère que ça vous aura plu de me voir tester ces livres, voir si j'avais des goûts en commun avec les capaces. Si jamais vous voulez participer à ce genre de vidéos pour l'année prochaine, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en barre d'infos, puis vous avez plein de petites exclusivités de contenu aussi. Et puis si on regarde le bilan, on va dire, il n'y a pas eu de grosses catastrophes, parce que ma note la plus basse, je pense que j'avais mis un 3,5, 3,25 à One Golden Summer, et j'ai quand même mis une très bonne note à Hemlock and Silver, donc je suis quand même contente, j'ai fait des bonnes lectures, mais il me manquait un tout petit peu. Si je compare avec ma vidéo favori de Booktube, ça avait été un test plus concluant, j'avais eu 3 lecture quasiment 5 étoiles dans cette vidéo là, donc ça avait été vraiment un gros succès, mais je veux définitivement réitérer l'expérience l'an prochain. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous tenterait et dites-moi aussi en commentaire s'il y a certains des 3 livres que j'ai testés que vous avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi le mot ours en commentaire en l'honneur du chien dans The Inheritance qui s'appelle ours. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.